La France a l'un des plus vastes domaines skiables au monde. Elle a su au fil des ans tirer profit de ses reliefs enneigés. Il existe aujourd'hui pas moins de 350 stations de ski qui génèrent un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros par an. Une exploitation fructueuse qui a un coût. Près de 30 vies humaines chaque année. Car la montagne a ses humeurs, ses caprices et ses colères. Les avalanches, toujours trop fréquentes, sont devenues le cauchemar des stations de sport d'hiver. La prise de conscience des dangers du ski a commencé il y a 40 ans, au pied d'un chalet de Val d'Isère, en Savoie. Le 10 février 1970, à 8 h, Jean-Loup Coster, alors moniteur de ski, se rend comme tous les matins sur le front de neige. J'ai entendu du bruit, j'ai entendu crier. Le témoin. Il y avait la tempête, hein, il neigeait, il y avait la tempête. Donc je suis venu voir ce qui se passait et j'ai vu un bouleversement ici, en particulier la neige qui sortait par les fenêtres devant et par la porte d'entrée où il y avait des personnes qui étaient prises à la neige juste dans l'entrée. Jamais en France, un drame de la montagne n'avait fait autant de victimes. 40 morts. Et encore, il ne s'agit que d'un bilan, hélas, provisoire de la terrible avalanche qui a déferlé ce matin à 8h10 sur Val d'Isère. Presque toutes les victimes étaient des stagiaires de l'Union des centres de plein air, l'UCPA. C'est une énorme masse de neige poudreuse qui s'est détachée de la montagne, large de 50 à 100 mètres environ. Elle a dévalé la pente dans un bruit d'enfer avant d'écraser le chalet ultramoderne de l'UCPA. Le souvenir que j'en ai, c'est un très gros bruit. La rescapée. Bon, un bruit comme il y avait beaucoup de vent, l'impression que le toit s'arrache ou que voilà, il se passe quelque chose. Et puis, donc quand ça s'est arrêté, le silence. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était une avalanche. Mais c'est vrai que sur le moment, personne n'a compris ce qui pouvait se passer. L'avalanche est partie du sommet du dôme, qui faisait face au bâtiment construit 10 ans plus tôt, dévalant la pente à près de 200 km/h. La majorité des gens étaient au petit déjeuner. Et c'est, je pense, ce qui a aussi été, qui a provoqué autant de morts, parce que l'avalanche serait tombée une demi-heure plus tôt, elle aurait sans doute tué personne, parce qu'elle est arrivée du côté de ce très grand escalier qu'elle a pulvérisé, et elle a rempli quasiment la moitié, je dirais, longitudinale du bâtiment. L'impression qu'on a, c'est que les gens qui ont été pris dans la neige vont se dégager et puis sortir de la neige. Et en fait, c'est terrible parce que c'est compact pas comme du ciment, mais c'est compact, quoi. Donc on a commencé à prendre les bols, parce que c'était le petit déjeuner, puis à creuser pour libérer les gens. Il y a eu le sauvetage. Le sauvetage, c'était dur, effectivement, les personnes que l'on sortait, mais il y avait un travail, il y avait quelque chose. Après, il y a eu le choc, la réaction, et vraiment le terrible, c'est lorsque les familles sont arrivées. Non, c'était horrible, hein, je peux vous dire. Moi, j'ai des images encore devant les yeux de ces cercueils dans l'école, là. Les familles autour, c'était quelque chose de terrible. Puis à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a des cellules qui se mettent en place, il y a des aides qui se mettent en place. Là, c'était brut. 39 morts au total. Un bilan meurtrier que l'on attribue dans un premier temps à la fatalité, au mauvais sort et surtout à une météo exceptionnelle. Il y a eu des chutes de neige sans interruption pendant 3 jours. L'enfant du pays. Avec des vents tournants, tempétueux,
qui ont transporté, bien entendu, d'un secteur à un autre, une accumulation de neige. Et en fait, cette avalanche qui s'est déclenchée était, à l'époque, peu connue. C'était ce que l'on appelle cette histoire d'avalanche centennale, etc., qui viennent que dans les éléments exceptionnels, ce qui est le cas. C'était la première fois qu'il y avait ce phénomène pour même nos ancêtres, nos pionniers, qui n'avaient pas connu une importance de cette coulée de neige. Cette année-là, la première avalanche est arrivée sur le centre CPA, mais ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, il y a des... alors, je ne saurais pas le nombre, mais des immeubles entiers qui ont été emmenés par les avalanches à Tignes et à Val d'Isère. Hein, et heureusement, on avait évacué les gens, mais quelquefois 1 heure avant. Le ministre de l'Intérieur, arrivé rapidement sur place, ne cache pas sa colère. La France cherche des responsables et des solutions. De nombreux efforts doivent être faits, et surtout, à mon avis, les efforts doivent être faits en ce qui concerne l'implantation des bâtiments. Il y a beaucoup de hardiesse actuellement, et il faudrait que cela soit certainement modéré. Il faudrait beaucoup plus d'études. Lorsqu'il n'y a pas eu de catastrophe depuis longtemps, il y a trop d'audace, et il faut que les contrôles soient certainement beaucoup plus stricts là où ils doivent être faits. La réaction des pouvoirs publics a été immédiate. L'ancien sénateur. Ils n'avaient jamais imaginé qu'une avalanche puisse descendre sur un village. Ça se produisait en Suisse, ça se produisait en Italie, ça se produisait jamais en France. Pour ne plus se laisser surprendre, l'État crée au lendemain de la catastrophe l'ANENA, l'Association nationale d'études sur la neige et les avalanches, chargée de renforcer la sécurité en montagne. L'ANENA a mis en place non seulement les formations avec le perfectionnement des pisteurs pour qu'ils soient spécialisés comme artificiers pour le déclenchement des avalanches, et puis très bonne coordination entre les services de l'État, comme le service de la météo, qui était, j'allais dire, un peu confidentiel. C'était diffusé par la radio, par la télé, mais ça n'avait pas la spécificité montagne comme on l'a aujourd'hui. Une échelle européenne du risque voit le jour qui identifie de 1 à 5 le danger encouru sur les massifs. En cas de risque maximum, le service des pistes n'hésite pas à fermer des remontées, voire la station tout entière. L'ANENA était un petit peu à la pointe de tout ça, avec un comité scientifique qui réfléchissait à tous ces problèmes et qui, bien sûr, les répercutait sur ceux qui étaient chargés de conduire les actions. Un institut est chargé à Grenoble de mettre à jour une carte qui recense 100 ans de phénomènes avalancheux et d'analyser la dynamique de ces matériaux complexes. L'avalanche 70, elle a servi à mettre en place justement tous les besoins qu'il y avait en cas de catastrophe. Alors déjà, essayer d'éviter la catastrophe, bien sûr, par tous les différents moyens, actifs ou passifs. Hein, c'est les tirs, les grenadages, les paravalanches, les tournes, les cavaliers, effectivement, il y en a pas mal à Val d'Isère. Et puis également, en cas de risque, c'est les moyens de sécurisation donc des personnes qui peuvent être mises en danger. L'épisode tragique de l'UCPA a surtout montré qu'il fallait encadrer beaucoup plus sévèrement l'urbanisation galopante des stations de sport d'hiver qui a commencé dans les années 60. À cette époque, l'État lance les plans neige et développe un nouveau concept, la station intégrée. À chacun son petit studio en bas des pistes où venir passer une semaine en février. Les stations multiplient les lits, c'est la ruée vers l'or blanc. L'avalanche urbaine de 70 va hanter le développement de Val d'Isère pendant près de 40 ans. Il y a quelques vieilles photos qui sont amusantes, où on voit vraiment le village à son tout début, où il y avait 4 ou 5 maisons regroupées autour de l'église, où il y avait quand même déjà le petit village du Fornay qui est là depuis toujours. Le maire. Alors, si vous voulez, on comprend bien, vous voyez, au niveau de l'urbanisation, il y a le cœur du village qui est protégé des risques naturels. Les hameaux qui ont été construits à l'époque aussi dans les zones où il n'y a pas d'avalanche. Donc, vous voyez, à l'époque, on n'avait pas
pas de cartes, pas de scientifiques, mais les anciens construisaient quand même bien les maisons où il n'y avait pas de risque. Donc il y avait bien... on connaissait les gens, ils étaient éleveurs, ils étaient chasseurs, donc ils connaissaient bien le terrain. Et aujourd'hui, on est toujours un peu étonné, on dit mais comment ça se fait que c'est pas construit entre le centre et les hameaux? Justement, entre le centre et les hameaux, c'est les endroits où il y a les risques naturels, hein, essentiellement les avalanches, aussi à quelques endroits des risques de chute de blocs. Aujourd'hui, c'est au ministère de l'Environnement, avec l'aide des agents de l'Office national des forêts, que revient la tâche stratégique d'identifier les zones à risque, et donc inconstructibles. Alors là, on arrive au débouché du couloir de la pointe du front qui donc donne sur le bâtiment du CPA. L'expert. Donc ici, le bâtiment du CPA. Et si on se retourne de l'autre côté, eh bien, on a en face de nous le couloir d'avalanche avec la grande gorge, la petite gorge qui viennent de la pointe du front. Donc vous voyez qu'on est juste dans l'axe de ce couloir. L'avalanche submerge cette zone de parking qui n'est pas constructible puisque exposée à des pressions importantes. Donc là, vous avez sur cette carte qui est le plan de prévention des risques en vigueur actuellement, vous avez la zone rouge qui correspond au risque fort, destruction possible des bâtiments, et puis le bâtiment du CPA qui est à la limite de la zone inconstructible mais qui se retrouve dans une zone bleue. Et sur cette zone-là, vous pouvez construire, mais avec des renforcements de façade, des renforcements de toiture. Donc nous, on essaye d'être dans la prise en compte de phénomènes rares, tout en acceptant une part de risque, parce que le risque zéro n'existe pas. Et si on voulait prendre toutes les possibilités de phénomènes naturels, eh bien, tout Val d'Isère serait en zone inconstructible. Et donc, ça serait la mort économique de Val d'Isère. La station attire une clientèle aisée du monde entier, à tel point que le prix au mètre carré atteint des tarifs parisiens, jusqu'à 13 000 €. L'enjeu est donc de taille et le maire se sent un peu dépossédé de ses prérogatives. On n'est pas toujours complètement d'accord avec les services de l'État sur ces documents. On a tendance aujourd'hui à faire de la prévention en se protégeant de tout, et je pense que c'est pas en ouvrant le parapluie qu'on gère bien les risques naturels. Il faut laisser les gens sur place qui connaissent, il faut leur faire confiance, il faut bien sûr qu'après que les services de l'État les accompagnent, mais il faut mieux décentraliser le risque. Et c'est vrai qu'au niveau de l'État, on a l'impression qu'aujourd'hui, on fait plus de la prévention, on ferme tout, on verrouille tout. Et je pense que c'est pas une bonne formule. Il faut faire confiance aux gens de terrain, il faut gérer d'une façon pragmatique. C'est Michel Barnier, enfant du pays savoyard devenu ministre de l'Environnement en 1993, qui a imposé les plans de prévention obligatoires dans les communes exposées aux risques naturels. À coup sûr, il y a eu des excès dans la construction dans certains endroits. L'ancien ministre. On a le rôle, des ministres, quand on représente l'État, de dire où se trouve l'intérêt général dans le long terme. Donc c'est pas toujours facile, parce que les maires, eux, sont dans une responsabilité immédiate. Ils ont des citoyens, des gens qui se trouvent aussi, est-ce que je peux dire spoliés, en tout cas, qui se trouvent avec des terrains qui perdent leur valeur le jour où ils deviennent inconstructibles. Ça, c'est clair, c'est un problème qu'il faut comprendre si on se met à la place d'un maire. Maintenant, je pense que la vie humaine est plus forte que tout, hein, et mérite une attention prioritaire. La guerre des flocons se déroule aussi sur les pistes. Il faut sécuriser le domaine skiable et permettre aux vacanciers pressés et de plus en plus exigeants de pouvoir profiter d'un maximum de pistes un maximum de jours dans l'année. De confidentiel dans les années 70, la météo est devenue une véritable obsession. Le matin, la première partie de la prévention pour les avalanches, elle commence ici. Le pisteur artificier. Donc on a ici le bulletin météo qu'on va afficher en haut à la destination des touristes et des professionnels. On a l'estimation du risque sur tous les massifs détaillés. Donc chez nous, on aura la Haute-Tarentaise, où on voit un risque 3.
avec l'orientation des pentes les plus exposées. Là, on retrouve un peu plus précisément l'état du manteau neigeux. Donc là, ça nous fait un risque d'avalanche marqué, risque 3. Ça reste dangereux. Là, il faut être prudent. C'est vrai qu'au début, ça n'existait pas. Hein. Donc quand il y avait de grosses chutes de neige, le domaine restait fermé en attendant que la neige se stabilise. Il y avait des endroits où les anciens allaient couper avec les skis, ils se mettaient au sommet des pentes, ils coupaient un peu pour essayer de faire descendre les avalanches, mais c'était très très dangereux. Et après, depuis ce diplôme d'artificier, là par contre, on a eu les moyens d'aller sur le terrain à pied. Au début, il y avait que ça. Et après est venu le Catex, et après les Gazex, et plus récemment le mode de tir à partir d'un hélicoptère. En cas de risque prononcé, les pisteurs mettent en place le PIDA, plan d'intervention pour le déclenchement d'avalanches. C'est ainsi que de drôles d'engins explosifs sont venus coloniser les couloirs dangereux surplombant les pistes. Le plan d'intervention pour le déclenchement d'avalanche, bien sûr, qui sauve des vies. Hein. Il est fait pour sécuriser toutes les pistes de ski. On peut sécuriser des accès. Là, on voit qu'on peut sécuriser la montée du téléski plus les pistes de ski. Et il a vraiment été créé pour protéger des zones qu'on ne pouvait pas avant. Donc là, c'est vraiment efficace. Ça va être la ligne qui va aussi me retenir la charge de dynamite dans la pente. Donc je sors mon détonateur, je l'attache tout de suite. Vous voyez, j'ai un mousqueton. Tac. Ensuite, Pascal, il me sort l'explosif. Donc voilà, là, on a de l'explosif, de la dynamite. On a 2,5 kg. Ok, j'envoie. Les avalanches en France n'ont jamais été autant déclenchées, encadrées, prévues, étudiées. Pourtant, 30 ans après le drame de l'UCPA, en 2002, c'est encore une avalanche à Val d'Isère qui fait l'ouverture des journaux télévisés. L'épilogue était hélas prévisible depuis la découverte d'un premier corps hier soir dans la vallée du Manchet. Tous les jeunes gens, ils étaient 6, qui avaient disparu depuis 2 jours en pratiquant du ski hors piste non loin de Val d'Isère, ont été retrouvés morts aujourd'hui, emportés lundi par une avalanche. Lorsque les gens voient des panneaux, des drapeaux à damier, des panneaux qui affichent un risque avalancheux extrêmement clair, des câbles, des filets qui empêchent l'accès à ces zones, il faut bien qu'ils se disent que ce n'est pas par plaisir que l'on entrave leur liberté, mais c'est parce que des professionnels de la montagne, après discussion contradictoire, ont identifié un véritable risque qui peut être un risque vital. Dans les années 2000, le risque avalanche s'est déplacé sur un terrain encore peu exploité, le hors-piste. De nouveaux sports de montagne sont venus ringardiser les pistes damées. Snowboard, ski de randonnée, raquettes, un nouveau défi pour les stations de ski. En 1960, vous aviez très peu de pratiquants de hors-piste par rapport à aujourd'hui où vous avez, en ce qui concerne à Val d'Isère, nous avons une clientèle de 60% de clientèle qui, bien entendu, s'aventure ce qu'on appelle les bordures de piste et du hors-piste. Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est le ski évasion. Donc, de notre côté, il faut suivre le mouvement et non pas le restreindre, d'autant que en ce qui concerne en France, on est très libéral de ce côté-là par rapport à d'autres pays voisins qui sont plus restrictifs. Donc, on veut leur apporter davantage d'informations pour les sensibiliser sur les risques que cela représente et surtout sur la modestie qu'il faut avoir dans ces possibilités en mettant toujours en priorité les consignes de sécurité. Il y a beaucoup de magazines ou de stations qui donnent une information plus sur leur ski hors-piste que sur leur ski de piste. Oui, c'est joli, c'est beau, mais ça amène également peut-être les jeunes à prendre des risques plus qu'ils ne devraient. Il n'y a qu'à voir cette année, il y a déjà une vingtaine de morts. C'est pas normal. C'est pas normal. Loin des canons et de la recherche technologique, l'ANENA s'est tournée petit à petit vers les sciences humaines. Après avoir dompté la montagne, elle veut responsabiliser les skieurs. Bonjour, Dominique Létang, directeur de l'ANENA. Enchantée. Le garde-fou.
Je suis passé au service des pistes et je m'étais dit que peut-être je pourrais vous déposer quelques flyers. Les derniers qu'on a mis au point à l'ANENA. Donc celui-ci, Avalanche Hockey, qui est un spécial sur le hors-piste, bien d'actualité en ce moment, avec toute la neige qu'on a eue. Et puis bien sûr, comme on est à Val d'Isère, on en a un autre sur le hors-piste aussi, la prévention, la sensibilisation. Et celui-ci est en 5 langues. Notre cible, ce sont essentiellement les jeunes. Et contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas les touristes qui nous inquiètent beaucoup, mais vraiment les gens du cru, ceux qui sont en permanence en montagne. Alors quand on est tout le temps en montagne et que la montagne est parfois dangereuse, il est malheureusement assez naturel qu'il y ait des accidents. Mais nous sommes là justement pour éviter qu'il y en ait. Flyer contre vidéo. Pas facile de rivaliser contre les images des professionnels qui fendent la poudreuse à toute allure. Le risque extrême s'affiche en haute définition, alors forcément, ça donne envie. Les gens, s'ils viennent skier, c'est un plaisir, c'est de se couper un peu du monde qu'il y a autour de la vie qu'on a tous les jours, donc les voitures, les bouchons, machin. C'est exactement ça. Ouais. En fait, via les réseaux sociaux, via les chaînes de vidéos, ça se développe beaucoup plus forcément. Et ça, on en parle beaucoup plus. Nous, en regardant ça, on se dit qu'on va forcément aller plus loin, quoi. Ça donne envie, c'est pas plus pervers, c'est motivant, quoi. Ça les meilleures sensations. Ça se donne, ça donne envie d'aller plus loin, quoi, de sortir de ses limites, quoi. Et de prendre encore plus de plaisir, parce qu'après on se dit, ouais, je l'ai fait, c'était trop bien en fait. Mais c'est sûr qu'il y a des risques. On n'a jamais eu de problème, hein, mais jusqu'au jour, quoi. On est humain, on est attiré par l'adrénaline. On aime bien avoir des émotions. Il y a plus de technologies aussi qu'on a des meilleurs skis, avec des gens qui auront peut-être 40 ans. Il n'y avait peut-être pas de dorsale à l'époque, les chaussures c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, les skis c'est pareil, quoi. Maintenant il y a plein de gens qui travaillent pour casser les avalanches justement. D'ailleurs ce matin on a entendu 3-4 fois que ça a pété assez fort, donc on se sent un peu en sécurité, on se dit que les gens gèrent à peu près le truc. Aujourd'hui, la première neige, vous voyez pratiquement plus de traces hors de la piste que dans la piste. Parce que les gens ont envie de sentir, c'est une sensation extraordinaire, le hors-piste. Une sensation de légèreté, de liberté. On est pur, on est bien. Donc, il faut comprendre que les jeunes ressentent ça. Sauf que maintenant, ils y vont sans connaissance, sans formation, petits skieurs, on passe sous le fil et on fait du ski à côté. Mais ça peut partir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'être humain qui, dans 90% des cas, déclenche l'avalanche qui va l'ensevelir. Ce ne sont pas des avalanches spontanées là, qui arrivent d'on ne sait où. Non, non, c'est l'être humain par son poids, par la surcharge sur le manteau neigeux, a fortiori quand on est nombreux, qui va déclencher l'avalanche. Vous êtes en canne? Pas de petites douleurs depuis ce matin, là? C'est bon? Tout va bien? Ok. Depuis quelques années, fleurit un nouveau marché, celui de l'équipement hors piste. Détecteurs de victimes d'avalanche, pelles, sondes, sacs à dos airbag. Matériel qui a su peu à peu s'imposer dans les écoles de ski, mais qui a un coût encore trop élevé pour le skieur occasionnel. En France, on a un skieur sur 2 en hors-piste qui est équipé d'un détecteur de victimes d'avalanche. Donc ça veut dire qu'il y a toute une population qui, en cas d'accident, échappe totalement à une localisation. Donc il n'y a aucune chance de survie. Et en plus, le souci que l'on y voit, c'est que lorsque des gens sont sans un détecteur de victimes d'avalanche, les secouristes qui leur portent secours peuvent être exposés pendant des heures parce qu'ils recherchent des corps malheureusement et sont exposés à des risques de suravalanche. Tout ça parce que les gens ne sont pas équipés. Aujourd'hui, on a quand même réussi, pas à stopper les morts, c'est impossible, mais avec le développement du ski de randonnée qui est passé de quelques initiés à des milliers et des milliers de pratiquants, avec les freeriders et tout ça, on a aujourd'hui pas plus de morts qu'on en avait à l'époque où il n'y avait rien, alors qu'on a énormément plus de pratiquants. Ce qui veut dire que le travail a quand même servi. Bon, la moyenne des décès accidentaux par les avalanches en France, en moyenne annuelle, est de l'ordre de 30, avec des pics de 50, et puis, alors cette année, on risque de dépasser, parce que c'est une année absolument exceptionnelle. Et puis des années où on tombe en dessous de 30. Donc je pense que le travail que l'ANENA a fait jusqu'à aujourd'hui
a été un travail qui a permis d'infléchir la courbe des accidents, quoi. En a-t-on fait vraiment assez? Ailleurs, les autorités ont parfois tranché de façon radicale. Aux États-Unis, par exemple, le hors-piste est interdit sur certains domaines. Les stations font face à un paradoxe. Comment faire la promotion de cette liberté chérie par la clientèle sans encourager les comportements dangereux? En France, un débat émerge autour de la possibilité de verbaliser les skieurs les plus imprudents. En attendant, des avalanches meurtrières continuent de faire parler d'elles tous les hivers.